Les Piraha rient de tout, même de leur mauvaise fortune. Donc, premier élément, égalitarisme. Deuxième élément, mobilité. Et troisième élément, c'est la gratitude. L'agriculture n'est pas un choix. C'est la dernière option, on peut pas y échapper. Et de toute façon, dans tous les cas, c'est ainsi, on peut pas faire autrement. Tu vas te faire foutre. Mais c'est ça. Non, non. Ce que je suis en train de te dire, c'est... Tu vas comprendre, mais ça n'est pas un choix. C'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est que l'agriculture n'est pas un choix. Je le répète parce qu'il faut que tu comprennes. Je ne rentre pas plus dans le détail. Écoute. On est il y a 12 000 ans, grosso modo. La planète était à cette époque climatiquement instable. Tu sais que l'un des arguments des climato-sceptiques, donc ceux qui rejettent l'idée que le réchauffement climatique le n'existe pas. réchauffement climatique est provoqué par l'homme, ils disent mais non. Leur argument c'est mais vous savez le climat ça fonctionne par cycle. Alors parfois il fait un peu chaud et puis parfois il fait un peu froid. Et puis les mecs qui travaillent au CNRS, bah ils rigolent un peu mais c'est pas grave. Donc la bien-pensance. L'idée ici c'est que on est dans un cycle du climat où il fait chaud. On appelle ça le long été. Il fait chaud, il fait humide. Les ressources sont abondantes. Là, je vais citer le livre pas mal de fois, je crois, parce que j'ai eu la flemme de noter. Voilà, tout simplement. Un peu d'honnêteté, ça fait pas de mal. Page 62. Alors, donc à cette époque, les calottes polaires rétrécissaient, les températures augmentaient, des pluies diluviennes tombaient, les plantes fleurissaient et les animaux se reproduisaient. Un long été avait commencé. Période absolument d'abondance, période géniale. Tu vis dans la nature, mais tout est beau, tout est extraordinaire, c'est facile de vivre. Il fait bon, il fait chaud, il fait... Période extraordinaire, permise par les fluctuations du climat. Tu penses à ça, tu le gardes dans ta tête, je vais te parler de quelque chose en parallèle. Au nord de la ville de Urfa, en Turquie actuelle, se trouvent les ruines de Göbekli Tepe. Je sais pas si je le prononce bien. Ouais. Ça doit te dire quelque Ah chose. purée, oui. Datant d'il y a 12 000 ans. Oui. Ce n'était pas un tombeau, c'était... Non, mais... Donc Göbekli Tepe, il s'agit du plus ancien complexe mégalithique jamais découvert. C'est-à-dire que Göbekli Tepe avait déjà plus de 6000 ans lors de la construction de la Grande Pyramide. Ça remonte. Je cite. Mais la caractéristique la plus frappante du temple de Göbekli Tepe relève peut-être de ce qu'il ne contient pas. On n'y trouve aucun signe d'habitation humaine. Pas de maison, pas de foyer, pas de restes d'animaux, ni de plantes domestiques. À quoi sert ce complexe mégalithique si aucun humain n'y a vécu? Qui correspond donc, la construction correspond à cette période de chaleur, le long été. Je te laisse répondre à ma question. Alors, étant donné que ça était quelque chose qui est très ancien, pour moi j'aurais dit que c'était une sorte peut-être d'entrepôt ou de personnes qui habitaient et qui entreposaient des choses. Mais je pense que c'est pas du tout ça. Je pense que c'est, par rapport à ce que tu me dis, potentiellement une certaine agriculture qui fleurissait là-dedans. Ce n'est ni l'un ni l'autre. Bon, bah j'ai pas la réponse. Mais tu as essayé. Juste pour expliquer que la théorie de l'entrepôt n'est pas possible, c'est que les chasseurs-cueilleurs ont par définition rien. C'est-à-dire qu'ils voyagent régulièrement, donc ils n'ont pas de biens matériels. Donc on est d'accord qu'ils... Bah, c'est pas forcément... Ils gardent le strict minimum. Non mais c'est pas forcément des biens matériels, étant donné que... Ils ont rien à garder dans un entrepôt, ils n'ont rien. On est d'accord que Göbekli Tepe... Göbekli Tepe. Göbekli Tepe... En fait, c'est T-E-P-E, donc je sais pas si ça se dit TP ou TEP. Peu importe. Je vais dire Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. Et bah, étant donné que ce que tu me dis, c'était dans un endroit qui est reculé,
Dans une grotte? Donc que dalle, tu extrapoles totalement. C'est juste au nord de la ville d'Urfa, en Turquie actuelle, Oui, mais si dans je. la région Si d'Anatolie. oui, mais étant donné. Comment? En Anatolie? En Anatolie. C'est près du Caucase, ça. Ça change que dalle, vraiment. Alors déjà, j'ai pas l'information de la géographie turque. De nom, je connais l'Anatolie, mais ça change pas grand-chose. Et le fait que ce soit à côté ou du Caucase ou à côté de l'océan Pacifique, en Turquie, c'est probable, ça change pas grand-chose. Bref. Donc, toujours est-il que on a un complexe mégalithique qui ne sert pas à l'habitation humaine. Il sert à quoi? La seule possibilité qui n'a pas été exclue, Ah c'est oui. la religion. Je cite déjà Klaus Schmidt, qui est l'archéologue allemand qui a découvert le site. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque utilisation domestique, aucun vestige d'habitation humaine n'a été trouvé à proximité. Il ne reste donc qu'un usage, La religion. Göbekli Tepe est le plus vieux temple du monde, et ce n'est pas seulement un temple, je pense qu'il s'agit probablement d'un complexe funéraire. Durant ce long été de plusieurs siècles, la vie était probablement assez simple et très riche. Le gibier était abondant, la terre regorgeait de fruits, de noix et de plantes à semer. À l'instar des Piraas, ces premiers villageois pouvaient se sentir reconnaissants envers un monde parfois rude mais généreux et nourrissant. En gros, ils n'avaient pas besoin de se déplacer beaucoup. Ils pouvaient rester dans la même zone et se mettre à construire un temple parce qu'ils vénéraient un dieu. Ils pouvaient survivre parce que la terre était suffisamment abondante. Cet environnement était si opulent que les humains n'avaient plus besoin de se déplacer pour trouver le repas du lendemain. Installés dans des vallées et aux abords des fleuves les plus riches, ils n'avaient qu'à parcourir les collines alentours pour chasser et collecter de la nourriture ou jeter des filets dans l'eau pour en sortir le dîner. De cette abondance naquirent des sociétés complexes, dont certaines se réunissaient périodiquement pour commercer, organiser des mariages, se raconter des histoires et, dans le cas de Göbekli Tepe, pour honorer leurs morts lors de rituels dans des temples sacrés que notre espèce avait, peut-être pour la première fois, construits plutôt que trouvés. Maintenant, je vais te citer un passage qui dit « Lorsque la catastrophe se produisit, elle vint de l'autre bout du monde. » En Amérique du Nord, un lac massif s'était formé à cause de la fonte des calottes glaciaires. Aujourd'hui connu des chercheurs sous le nom de lac Agassiz, cette énorme masse d'eau glacée s'étendait de l'actuel Manitoba jusqu'au Minnesota, couvrant une superficie d'environ 440 000 km², plus vaste que tous les grands lacs d'aujourd'hui réunis. Donc c'est vers le. Colossal. Ok. Colossal. Il n'y avait même pas à réfléchir, colossal. Quelque part entre 13 500 et 12 600 ans avant le présent, le lac Agassiz se vida dans la mer du Labrador, ébranlant la planète entière. La circulation océanique méridienne dans l'Atlantique, qui remontait l'eau des tropiques vers l'Atlantique Nord, réchauffant ainsi l'Europe, fut interrompue par cette arrivée soudaine d'eau douce glacée. Les glaciers qui reculaient vers le nord reprirent leur progression en direction du sud. De violentes tempêtes hivernales frappèrent l'Europe avec des vents glacés comme il n'y en avait pas eu depuis plusieurs milliers d'années. Les neiges du Dryas récent s'abattirent dans les zones septentrionales, et même bien plus au sud, aux alentours de Göbekli Tepe, les températures chutèrent d'environ 10 degrés Celsius, une sécheresse millénaire s'installa et le long été prit fin brutalement. En gros, on a une période qu'on appelle le long été, qui est une fluctuation climatique qui fait qu'il fait bon, il fait chaud, les animaux se reproduisent, les ressources sont abondantes. On peut donc se permettre de se poser des questions, on crée un temple, on reste dans la même zone sans avoir besoin de cultiver la terre. Mais, catastrophe climatique, un lac se déverse, machin, tout un tas de circonstances qui fait que une vague de froid qui va durer un millénaire s'abat sur l'Europe. Donc le climat qui nous a permis de nous installer comme ça n'existe plus. Et on va pas se mettre à repartir en nomade parce qu'on a créé un temple. Quelle est la solution? C'est ce qu'il essaie de montrer là, t'es en train de dire. C'est Oui, c'est ce qu'il est en train d'expliquer. Maintenant, je vais te lire un dernier passage. Enfin, c'est pas du tout un dernier passage, j'en ai d'autres. Le passage à l'agriculture fut donc peut-être une réaction de panique face à des changements climatiques soudains et massifs. La densité de population était telle que la diminution de la quantité de nourriture disponible engendrée par ces changements climatiques provoqua d'importantes pertes humaines. Les humains s'étaient habitués à vivre dans des villages. À mesure que les abondantes sources alimentaires sauvages se tarirent, davantage d'affamés affluèrent sans doute depuis l'arrière-pays.
les ébauches de hiérarchie en place se renforcèrent en proportion. Donc c'est là où on Et a- là, on arrive avec toutes les notions dont je vais te parler. La hiérarchisation, la notion de propriété, tout ce qui est nocif et qu'on connaît aujourd'hui, c'est la conséquence de cette situation d'urgence absolue. Maintenant, on se les pèle, quoi. Donc je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est est-ce que le confort a été une solution Mais là, c'est même pas une question de confort, c'est une question de survie. Mais la propriété, On ne peut plus manger si on ne se déplace pas et on ne veut pas se déplacer parce qu'on a notre temple. Parce qu'on a notre temple. donc on reste Donc figé on sur reste ce qu'on au a. même endroit, Sur- mais comment on fait pour manger? On cultive la terre. Donc tu es en train de me dire que... Je vais mal le prononcer encore. Göbekli Tepe. Voilà. Certes, a été un endroit religieux, mais je sais pas si c'est le bon terme, mais le berceau de l'agriculture en soi. Même si tu as dit qu'on Disons, ne savait pas qui l'origine- c'était qui l'avait créé. On ne sait pas qui, entre guillemets. On n'a pas forcément Je de... crois pas qu'on ait On ne peut spécialement- pas savoir qui l'a créé. C'est tellement lointain. Oui, voilà, c'est ça. Donc, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe. C'est tel. Tepe. T-E-P-E. Göbekli... Bon, je vais le corriger, comme ça sera plus simple. Göbekli Tepe. Et donc, certes, un endroit religieux. Disons que c'est l'origine. L'origine même de l'agriculture. La cause indirecte, parce que en soi, la cause directe, c'est le changement climatique. C'est que il faisait bon, on s'est permis de se placer, enfin Se mettre là. de vivre d'une certaine manière. Sauf que ça a changé. Mais après, il faisait plus froid et on pouvait plus rester sur cette On se façon. les pelait et après on change. Et ce qui a fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont influé. C'est ça ce que tu es en train de me dire. C'est ça. Je termine sur la notion de la naissance de l'agriculture. On reprendra la prochaine fois. À suivre. Je cite. La notion de propriété, auparavant limitée à une lance, un collier ou un vêtement, puisqu'on rappelle, il n'avait rien, acquit alors un pouvoir presque magique. Les hommes purent désormais posséder non seulement la terre, mais aussi le surplus de nourriture et de semences, les sources d'eau, les animaux et bientôt d'autres êtres humains. Les bébés pouvant être sevrés bien plus tôt grâce au lait d'animaux domestiques, les femmes retombaient enceintes à peine 1 an ou 2 après avoir donné naissance. Leur fécondité dépassa largement celle des femmes de société de chasseurs-cueilleurs qui allaitaient généralement leurs enfants pendant 3 ou 4 ans avant de retomber enceintes. Donc, petit résumé. Les femmes maintenant donnent du lait d'animal, enfin, d'animaux si on le met au pluriel, mais du lait animal, je veux dire. Donc du lait d'animaux à leurs enfants, ce qui fait qu'il est sevré bien plus tôt et qu'on peut faire d'autres enfants. Et donc, je sais plus si c'est là qu'il le dit, mais à l'époque des chasseurs-cueilleurs, la population doublait tous les 250 000 ans. Là et là. Grâce à l'agriculture, la population double tous les 25 ans. Donc le problème démographique vient du fait qu'on s'est rapproché des animaux, donc qu'on a créé l'agriculture. Je continue. Les femmes qui étaient respectées dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs égalitaires, donc tous les problèmes de féminisme actuels, furent quasiment assimilées à des animaux domestiques. Passées de collectrices de nourriture à productrices d'enfants, elles n'eurent plus leur mot à dire sur les décisions de leur mari, sur le nombre d'enfants qu'elles auraient, et plus généralement sur la manière dont elles vivraient leur vie. Et là, je vais lire un passage qui ne te plaît pas. Ce que nous lisons dans l'Exode 20, 17. « Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. » Nous avons tendance à le considérer comme une exhortation à respecter le mariage de notre prochain. Or, dans son contexte, cette formule possédait un sens très différent. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Donc là, tu mets en avant le système de propriété. Là. Loin d'une mise en garde imposant de respecter le mariage d'autrui, il s'agissait de respecter ses possessions, parmi lesquelles sa femme. Donc là, il sous-entend dans son propos que ce qui est dit dans la Bible, c'est mauvais pour l'homme. C'est pas que ce qui est dit dans la Bible est critiqué, c'est qu'on constate que ce qui est dit dans la Bible est la conséquence de l'agriculture, de la notion de propriété. Et que, en fait, c'est écrit directement dans des textes qui sont Oui. millénaires, quoi. Maintenant, je fais la dernière citation, et puis après, je pense qu'on pourra s'arrêter là pour aujourd'hui. Que je trouve le passage. Oui, l'agriculture produisit davantage de nourriture, mais une nourriture beaucoup moins nutritive. La population humaine augmentait, tandis que la qualité de vie chutait. L'accroissement démographique ainsi que les cycles annuels de surplus et de pénurie impliquèrent le développement rapide de hiérarchies strictement imposées et la spécialisation du travail.
Parce que, ouais. Il fallait des prêtres et des dirigeants pour organiser et exploiter le travail des roturiers. Des gardes furent engagés et payés afin de protéger la récolte de l'année, de faire respecter les calendriers de plantation et de pourchasser les voleurs. Des soldats furent formés pour protéger les richesses des établissements sédentaires contre d'éventuels raids ou en vue de mener des expéditions de pillage contre d'autres établissements. Les disparités économiques s'accentuèrent entre ceux qui possédaient la terre et les animaux et ceux qui n'avaient rien à vendre, sinon leur propre temps, leur sueur et leur peine. Donc le système, disons, agricole féodal de l'époque de je sais pas quand, 10e, est après, une ouais. conséquence de la civilisation. Ok. Voilà. Mais ouais, ok, je comprends un peu. Si Mais tu as il y a, quelque chose à dire, ouais, je il y t'en a- il y a un point que j'aimerais souligner, mais après, je sais pas si on pouvait faire ça à cette époque. Tu as parlé que l'agriculture a apporté une nutrition qui n'est pas forcément bonne pour l'humanité. Mais pourquoi elle est moins nutritive? Est-ce qu'on sait pourquoi elle est moins nutritive ou Il n'est pas? pas rentré dans le détail. Ok, d'accord. Mais Tu vois, c'est quelque chose qui m'intéresse. j'ai un livre que j'ai acheté qui s'appelle Pourquoi les bananes n'ont-elles pas de pépins et autres récits de la domestication des fruits et légumes. Ok, eh ben, ça, on le dira pour la prochaine C'est un fois. livre que j'ai à peine entamé, qui est très intéressant. Et il explique probablement pourquoi est-ce que la nourriture, Pourquoi la nourriture est pourquoi moins la nourriture nutritive. cultivée est moins nutritive. Je suis pas sûr d'avoir l'info là-dedans, Ouais. mais déjà il questionne pourquoi est-ce que il y a parmi la myriade de cultures qui sont possibles, on n'a que le blé, le maïs, le soja et je sais plus quoi, qui sont les 4 principales à 90%. On pourrait aussi se demander pourquoi on s'alimente mal aussi. Voilà, il y a tout un tas de questions. La prochaine fois, nous verrons une confrontation entre les fourrageurs et la civilisation, à savoir l'exemple de Christophe Colomb. Là, c'est un peu l'exemple final pour expliquer que la civilisation pue la merde et que la préhistoire est extraordinaire. Bien sûr, tout ce que je dis est très nuancé. Il ferait de bons serviteurs. Avec 50 hommes, on pourrait les asservir tous et leur faire tout ce que l'on veut. Et il réexplique qu'on a justifié La guerre. la guerre en disant ça vient avec le premier homme parce qu'ils ont fait la comparaison avec les chimpanzés qui ont l'habitude de se battre énormément et les gorilles.